Bonjour et bienvenue à vous tous sur ce webinaire intitulé Oser prospecter et vendre au grand compte. Je me présente, je m'appelle Marc Fazio, je suis expert pour Gérézo, le nouveau domaine qui a été créé qui s'appelle marketing commercial. Et donc, je suis avec vous aujourd'hui pour évoquer la prospection et de la vente au grand compte. En quelques mots, je vous présente rapidement Gérézo, donc, qui a de 3 métiers, la formation bien entendu, le conseil dans l'environnement, commercial et bien sûr tout ce qui touche à l'édition. Nous sommes présents depuis 40 ans dans plusieurs villes de France. Voilà en gros, qui sommes-nous? Je vous propose maintenant, de rentrer dans le vif du sujet puisque, on a effectivement, minutes 45 d'échange entre nous. Je, répondrai bien volontiers à vos questions, au fil de l'eau, soit, à la fin de cette, je vais en fon que vous allez me poser, je soit j'y réponds en direct, soit j'y réponds ultérieurement. Mais avant tout et avant d'aller, un petit peu je vous propose le programme, le sommaire de ce webinaire. Nous allons nous occuper et en commençant prospection auprès des grands comptes. Ce qui est assez intéressant, c'est que, il y a différentes approches de techniques de prospection. Vous en connaissez certainement quelques-unes, mais ce qui est important, c'est comment choisir la bonne approche et obtenir des rendez-vous. Parce que c'est souvent dans le domaine de la prospection, obtenir des rendez-vous, rentrer pour ensuite pouvoir échanger et proposer ses solutions ou ses offres. Qui va nous occuper. Ensuite, on parlera des interlocuteurs. Quand on touche aux grands comptes, on touche à des dirigeants, à des DAF, à des DRH, voire des responsables d'achat. Quel interlocuteur pour quel besoin? Et on verra qu'il y a vraiment des spécificités qu'il faut avoir en tête et notamment, on parlera de contournement, sujet, très intéressant, puisque très souvent, il est important d'aller chercher plusieurs interlocuteurs et de ne pas une seule cible, spécifique. Et puis le cœur, de ce webinaire, c'est comment structurer votre approche commerciale centrée client. Je précise bien le mot centré client. Pourquoi? Parce que, régulièrement, je fais des coachings terrain, j'accompagne des commerciaux, j'accompagne des directeurs commerciaux. À la fin d'un entretien, on me dit: «Ah, tu as vu, j'ai été centré client». Eh bien, parfois, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot centré client? Je vous partagerai un certain nombre de techniques qui fonctionnent et on verra qu'il y a souvent une différence entre la perception que l'on a de cette notion de centré client et la réalité de ce qu'attendent réellement les directeurs commerciaux, les dirigeants, les DAF, les DRH que l'on rencontre régulièrement. Voilà en gros ce que j'avais à vous dire pour vous présenter donc, cette, alors, on y va, on commence par le premier sujet, prospecter auprès des grands comptes. Alors, j'ai une première question à vous poser et vous pouvez, utiliser, le chat pour y répondre, n'est-ce pas? C'est: que vous inspire le mot? Et je vous laisse quelques secondes juste pour, voilà, comme ça sentir un peu votre, la température de ce que vous mettez derrière le mot prospection. Je regarde le chat, je regarde rapidement vos premiers échanges. Que vous inspire le mot prospection? Si vous aviez à, voilà, l'évaluer, à le qualifier, à lui donner un nom, une phrase et cetera, qu'est-ce que vous, comment vous qualifieriez le mot prospection? Alors je vois qu'il y a déjà quelques, recherches clients, chasse, oui effectivement, approche, découverte, oui, puisque très souvent, le 1er entretien que l'on va avoir, c'est un entretien bien entendu de découverte. Hem, chronophage, ah, voilà, appréhension et voilà et je m'en doute.
termes-là, ce vocabulaire allait arriver dans vos commentaires, entrer en contact, chercher, qualifier du NPD, outbound, recherche de nouveaux clés, on ne connaît pas du alors cartographie, c'est un sujet effectivement super important. Quand on se lance dans une démarche de prospection, il est intéressant et important d'avoir en effet, fait une cartographie des, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de choses positives dans vos messages et puis il y a aussi, le mot chronophage, ça prend du temps et c'est vrai que je suis en mission dans des entreprises, quand on rencontre, des commerciaux, ils nous disent tous: «Oui, mais faire de la prospection, ça prend du temps, c'est chronophage, c'est lourd» et puis on a aussi nos clients, qu'il faut bichonner, nos clients qu'il faut traiter, et majoritairement, ce que je constate, c'est que les commerciaux ont tendance plutôt vers la gestion de clients, 80 de leur temps, ils gèrent la relation client et ils consacrent très peu de temps à la prospection. Ça veut donc dire qu'ils s'organisent et qu'ils alors déjà, il y a plusieurs façons de prospecter. Alors l'idée c'est on ne va pas rentrer dans le détail, on ne va pas, rentrer dans le détail de tout ce qu'il y a à je dirais à savoir dans le cadre de la prospection. On va juste faire un focus sur la partie la plus compliquée, celle qui habituellement est difficile à faire. Dans le dur. Parce que là, on part de rien. C'est parfois du mail, c'est parfois du téléphone, c'est parfois on essaie de rencontrer des décideurs et on n'y arrive pas. Donc on va plutôt focaliser sur cette partie-là aujourd'hui, en sachant que la prospection par la recommandation est assez, comment dire, assez facile. Vous êtes, mis en relation, que ça c'est peut-être un de vos clients qui vous met en relation, c'est peut-être, vous faites partie d'un club de dirigeants ou d'une association professionnelle. Bref, vous êtes introduit. Donc ça, c'est la seule difficulté, heu, demander une recommandation. Mais une fois qu'on l'a demandé, une fois qu'on l'a obtenu, rentrer en relation avec un prospect est nettement beaucoup plus facile. Les réseaux sociaux, oui, on en parlera des réseaux sociaux parce que on ne peut pas aujourd'hui prospecter sans s'appuyer sur des réseaux sociaux professionnels. Alors j'entends bien sûr, un des plus connus qui est LinkedIn. Il y a aussi Viadeo, il y en a d'autres, mais c'est vrai que LinkedIn est aujourd'hui, très utilisé et on peut prospecter aussi par les réseaux sociaux ou en tout cas, on peut s'en servir pour aller chercher les informations et si vous avez un profil LinkedIn ça sera intéressant de voir comment il est construit. Je vous montrerai quelques astuces et bien entendu, si vous n'en avez pas ou s'il est peu ou pas utilisé, il ne faudra pas hésiter à vraiment l'alimenter car c'est un vrai outil qui nous aide dans la recherche pour aller attaquer des décideurs et c'est important quand on doit, faire de la prospection. Hem, le on va parler un petit peu plus de la prospection puisque c'est celle-ci, en fait, voilà, qui nous intéresse, enfin, en tout cas, celle sur laquelle je voulais partager avec vous un certain nombre de choses et tout ça, heu, je vais l'aborder en un extrait d'une étude de Capgemini. Capgemini a réalisé une étude, qui a été publiée sur le Journal of Marketing Revolution. Il y a des choses dans cette étude. On parle bien de prospection B2B, hein, on n'est pas sur du B2C, on est bien sur de la prospection grand compte. Que nous dit Capgemini? Ils nous disent la chose suivante: aujourd'hui, seuls 10 des clients estiment que les commerciaux comprennent business. C'est un grand classique chaque année, chaque mois, des commerciaux ou des chefs de vente, tout ce que j'entends. Mais pourtant, on est présent, on s'occupe du client. Oui, mais ce que le client attend désormais, et ça a été clairement mis en évidence dans cette étude, ce que le client attend désormais du commercial, c'est d'avoir une expertise et sur son secteur d'activité. Il ne suffit plus d'avoir cette culture commerciale uniquement. Elle ne suffit pas, cette culture commerciale. Aujourd'hui, ce qui va intéresser
est-ce que vous connaissez parfaitement le secteur d'activité? Est-ce que vous Pas tout. connaissez son actualité? Est-ce que vous Excuse-moi, connaissez Marc, oui, nous avons apparemment quelques soucis de son. Pouvez-vous, s'il vous plaît, couper votre caméra afin qu'on se laisse le plus de elle est passants coupée. possible? Voilà, Merci voilà, beaucoup. c'est coupé. Donc oui, je disais donc seuls 10 des clients estiment que les commerciaux comprennent leurs problématiques business et donc ce qu'attendent, c'est une expertise sur leur métier. Une connaissance toujours plus fine de ses clients et de ses prospects. Voilà, on voulais dire cette première partie, mais je vais bien sûr l'illustrer, hein, le fait de le dire, c'est bien, mais le fait de l'illustrer, c'est mieux. Et puis, un deuxième sujet qui me tient excessivement à cœur et qui est passer d'une orientation produit à une orientation client. La le produit, c'est ce que vous vendez. Certes, là-dessus, il y a votre c'est votre cœur de business. Pour autant, on s'apercevra et je très souvent, moins on parle du produit, moins on parle des solutions, plus on a des chances de la vendre. Il faut donc changer le paradigme de votre approche client pour l'orienter un peu plus vers, le prospect, vers le client et un sujet que, je vous dévoilerai dans quelques minutes. Mais passons à l'illustration, puisque je crois que, je parle, je dis beaucoup de choses, mais derrière, je voudrais vous montrer un mail que j'ai envoyé, un mail de prospection que j'ai envoyé, il y a quelque temps. Alors j'ai bien sûr rendu anonyme les, j'ai rendu anonyme les contenus de certains contenus du mail pour voilà, pour éviter de vous présenter des sujets clients. Mais un mail que j'ai envoyé de prospection pure. C'est que 15 minutes après avoir envoyé ce mail, le client m'a demandé un rendez-vous. D'accord? Alors, vous allez me dire: «Oui, mais pour quelle raison?» Eh bien, je vais vous le montrer tout de suite, vous allez voir tout de suite le mail. Voilà. Alors, le mail. Tout d'abord, quelles sont les règles si on Premièrement, il y a l'objet. Combien de fois, lorsque je discute avec des commerciaux, on me dit: «Oui, mais regarde, Marc, j'ai mis dans l'objet du mail demande de rendez-vous», où je parle où je cite mon entreprise, où je cite, nouveaux produits et cetera. Ça ne fonctionne aujourd'hui, tous les DAF, les dirigeants, les DRH, les responsables achats avec qui vous communiquez reçoivent des dizaines et des dizaines de mails de prospection tous les jours. Comment vous différencier? Comment faire en sorte que votre mail soit ouvert? Parce que c'est ça, en fait, que l'on recherche aujourd'hui, c'est le fait que votre mail soit lu et qu'il soit ouvert. Eh bien, déjà, commençons par mettre un objet de mail qui est centré client. Et voyez, ça fait le lien avec ce que j'expliquais, un lien centré client. Donc c'est quoi? C'est par exemple là, la connectivité sans fil en intérieur, un marché de taille mais sous-développé. Pourquoi? Parce que mon client, le client que j'évoquais justement et que j'essayais de prospecter, était un client, qui est spécialisé dans l'installation de Wi-Fi dans des immeubles, hein, dans des hôpitaux, dans des hôtels, dans des entreprises et cetera. Et qu'en utilisant un objet qui parle de son secteur d'activité, j'avais beaucoup plus de chances de l'intéresser et de l'impliquer. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé puisque, 1/4 d'heure après l'envoi, eh bien, il a accepté le rendez-vous. Je tente de remettre la caméra, vous me direz si d'aventure, ça voilà, si d'aventure, ça coupe encore un petit peu. Ensuite, le mail, comment il est construit? Il est construit avec 4 grandes thématiques. Une première, c'est ce que j'appelle un mail toi, moi, nous. C'est quoi ce mail? D'abord toi, donc 1er paragraphe, je parle du client, je parle du secteur d'activité. Tout de suite pour l'intéresser. 2e le toi, donc le toi c'est le premier, le moi c'est le deuxième, et de ma structure et de ma société. 3e pavé, je parle de la valeur ajoutée à communiquer et à travailler ensemble. Et ensuite je propose des, créneaux
de rendez-vous. D'accord? Je vous propose des créneaux de rendez-vous, je propose, des créneaux de rendez-vous dans un mail de prospection. Voyez bien que ces mails-là sont quand même assez fait habituellement, puisqu'on a l'habitude de vanter les mérites d'un produit, de vanter les mérites de, ce qu'on sait faire, pourquoi on est les plus beaux, les meilleurs, extraordinaires. Mais on est en décalage par rapport à, habituellement, c'est un mail un peu différent, mais mon objectif, c'est que le mail soit ouvert et que le mail soit donc, lu. C'est ça qui m'intéresse, qu'il soit lu et qu'il je ne sais pas si ensuite le prospect je ne sais pas s'il va dire finalement: «Je prends». Mais en tout cas et quand vous avez je ne sais pas combien de mails vous recevez par jour, mais moi j'en reçois parfois 50, 60, une centaine. Heu, un DAF, un DRH, un responsable achat, un dirigeant, il reçoit 100 mails par jour. La différence, si vous ne structurez pas et si vous changez pas votre approche. Alors, bien entendu, ça c'était pour vous illustrer le fait qu'il fallait rester centré client. Ensuite, il y avait un deuxième sujet dans c'était, l'idée que, il faut rester centré client et non pas centré produit. Alors regardez, c'est très simple, c'est très, très simple. C'est quoi son objectif? C'est de vendre des produits. Alors là, j'ai pris un exemple d'un commercial qui souhaite vendre des logiciels de cybersécurité. Bon, en plus, c'est un peu à la mode en ce moment, voilà. Alors ça, c'est l'objectif du commercial. Pensez-vous que l'objectif du commercial soit réellement le produit? Non. L'objectif du client et du prospect, c l'objectif du prospect, c'est, il n'a pas envie que son outil de production soit paralysé. Il veut pas se faire voler sa base de données client. C'est ça, en fait, que recherche aujourd'hui un client, un prospect. Il un prospect a des craintes, il a des inquiétudes. Imaginez-vous que demain, un hacker pénètre dans un système de production et paralyse toute une chaîne de production pendant une semaine, 10 jours. C'est des retards dans la livraison des produits, c'est, du chômage technique pour des salariés et cetera et cetera. Donc on voit bien que l'objectif du commercial n'est pas l'objectif du client ou du prospect. On est bien sur 2 objectifs différents. Or, très souvent, quand on rencontre un client, on a souvent tendance à aller vendre parce que l'objectif du commercial, c'est le produit. Mais en fait, le produit, entre guillemets, on peut le mettre un peu de côté. Qu'est-ce qui motive un prospect ou un client à aller vers, une solution de logiciel de cybersécurité? Parce qu'en est pour le prospect, le logiciel n'est qu'un moyen, n'est pas son objectif. Et tant qu'on reste centré sur les moyens, tant qu'on met en avant le produit, on n'arrête pas de parler du produit, on parle tout le temps du produit, eh bien, on finit par sélectionner le client qui, lui, le produit ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est ses objectifs à lui. Et plus on va rester centré sur ses objectifs, au prospect et on aura beaucoup plus de chances l'emporter. En clair, il faut arrêter d'être centré, sur nos propres objectifs, commerciaux et être plutôt centré sur les objectifs du client. Alors, cette séquence sur la vous donner 2 conseils. Donc pour se prospecter aujourd'hui, l'approche traditionnelle qui vise à vanter les mérites d'un plus comme avant. C'est fini ça. À l'ère de «Je suis le meilleur, le plus beau, je vends mon produit extraordinaire», ça ne fonctionne. Il faut déplacer le curseur de votre approche commerciale vers la réelle finalité du prospect et du client. Plus vous allez lui parler de ces problématiques, de savoir comment il gère ce type de risque, comment il gère son outil de production, quels sont les impacts du logiciel qu'il utilise pour gérer son outil de production, et cetera, et cetera. Plus on va s'intéresser à cette partie-là, chance de pouvoir enfin, avoir une écoute beaucoup plus attentive de la part
du prospect. Et c'est la raison pour laquelle, dans le mail que j'ai envoyé, vous voyez bien, c'est un mail qui est vraiment centré client, totalement centré client. Deuxième conseil que je vous donne, je reviens à cette connaissance du secteur d'activité. D'accord. Je travaille souvent avec des commerciaux qui me disent: «Oui, mais nous, on propose des produits généralistes». Ah, OK, des produits généralistes. Et donc, ils se sentent inférieurs quand ils vont voir un client en disant: «Oui, mais vous, vous êtes généraliste, vous n'êtes pas spécialiste». Et c'est faux, parce que même si vous êtes généraliste, mais que vous connaissez bien le secteur d'activité, que vous savez, que vous en comprenez les problématiques, que vous en comprenez, les perspectives, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de comprendre, comment, va évoluer le secteur d'activité. Si vous êtes dans le bâtiment, savoir qu'en ce moment ça s'ouvre, si vous êtes, dans un autre secteur d'activité. Voilà, donc les perspectives, ça on peut les identifier, hein. Vous faites des recherches sur Google, vous faites des recherches, vous trouvez forcément des articles sur les perspectives de tel secteur, tel secteur. Ça, c'est indispensable quand on ira voir le prospect. Si on n'a pas cette culture-là, on n'a pas cette connaissance, croyez-moi bien, le jour où j'ai démarché cette entreprise spécialisée dans l'installation de Wi-Fi dans des immeubles, dans des entreprises, je n'avais aucune expertise, mais vraiment aucune sur ce secteur-là. Ce qui m'a pas empêché, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une pièce jointe avec une étude de marché que j'avais trouvée sur internet gratuitement. Et je l'ai parcouru, je m'en suis imprégné. J'ai compris les problématiques de ce secteur d'activité, ce qui fait que quand j'ai commencé à dialoguer avec, le client, le prospect, puisque du coup nous avons commencé à échanger ensemble, eh bien, oui, il avait le sentiment que je connaissais bien le sujet. Alors que je ne viens pas de cet univers-là et ça n'était pas du tout mon cœur de business. De vous, de vos produits, de vos services dans une démarche de prospection, plus vous avez des chances d'obtenir des ce que je vais vous dire pour conclure cette première partie, liée donc, à la prospection. Alors, jette juste un coup d'œil dans le chat, pour d'où la nécessité de la découverte des besoins clients avant de parler de son produit. Exactement, je, confirme et je suis en phase totalement avec cette réflexion. Mais c'est vrai que, je comprends, hein, que la découverte est fondamentale, mais, heu quel est l'espace-temps qu'on y consacre? Voilà, est-ce qu'on y consacre, 5 minutes sur un entretien d'une demi-heure? Est-ce qu'on y consacre 10 minutes sur un entretien d'une demi-heure ou d'une heure? On consacre 45 minutes. Et puis de toute façon, R1, R2, voilà, de compréhension de l'environnement et souvent une deuxième proposition, des troisièmes rendez-vous s'il y a plusieurs interlocuteurs à gérer, mais on est plutôt dans cette dynamique-là, en effet, de R1, R2 et de permettre de passer beaucoup de temps, sur, un premier rendez-vous. Après, la question qu'on se pose, c'est quel interlocuteur? Qui vais-je démarcher? Qui vais-je prospecter? Bien entendu, idéalement, quand on prospecte, on va chercher principalement le décideur. Parce qu'on se dit, bah, c'est lui qui a la clé, qui va dire: «Bon, allez, go, on y va, on signe». Mais n'oublions pas qu'aux côtés du décideur, il y a également des influenceurs, Appelle-moi des soutiens. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir ce que c'est qu'un un soutien ou un influenceur. Alors, pour vous l'illustrer, rien de mieux. Alors, là encore, je prends, je prends au hasard, un exemple et en même temps, c'est un conseil que je vous donne, c'est d'actionner plusieurs interlocuteurs simultanément. Plus vous allez accroître, plus vous allez actionner d'interlocuteurs, tenir des rendez-vous. Je vous commercialisez des produits, ou des solutions ou des services qui pourraient être le décideur. Bon, très souvent, quand on est sur de l'outil de production, sur une chaîne industrielle, ce sont des coûts relativement élevés. Très souvent, les décideurs sont plus les gens, soit le comité de direction, soit le DAF. Le DAF, les secrets de la finance. Mais qui peut nous aider à faire passer le projet? Qui sont ces influenceurs qui peuvent nous aider dans le cadre d'un outil de production? Eh bien, tout simplement, un directeur d'usine.
ou un chef d'exploitation qui, lui, voit un intérêt à ce que votre offre soit pluguée dans sa chaîne de production parce que forcément, ça va lui apporter plus d'efficacité, etc., etc. Donc, le décideur n'est pas l'influenceur. Donc, l'intérêt, c'est d'aller chercher les deux dans la phase de prospection, d'où l'intérêt d'où l'intérêt d'aller chercher sur LinkedIn, comme je le disais, qui peut influencer, qui peut décider, et ça peut nous aider à aller chercher des services ou des produits qui permettent d'améliorer le développement commercial d'une entreprise. Qui seront les décideurs? Alors, toujours pareil, c'est souvent le dirigeant. Mais par contre, l'influenceur va être le directeur commercial. Ben oui, parce que lui, si on lui propose une solution qui lui facilite son business, qui lui permet de faire plus de chiffres, croyez bien qu'il va bien faire le pressing et il va influencer fortement le dirigeant d'entreprise. Hein, il faut y aller. Donc, très à la fois sur le décideur, sur l'influenceur. Et puis un dernier exemple, si vous commercialisez des matières premières, alors compte tenu de la des matières premières, c'est clair que le décideur, c'est souvent le dirigeant d'entreprise, mais le DAF, parce que là, par contre, il y a une vraie problématique financière. À quel prix j'achète la matière première aujourd'hui, si elle augmente demain, etc. Mais finalement, qui peut influencer le dirigeant ou le DAF pour aller dans votre sens? Eh bien, peut-être, pourquoi pas, un responsable produit, un responsable marketing qui, lui, voit, tiens, tel produit, si on a telle matière, ça va améliorer la qualité du produit et plus facilement. Donc, le responsable produit, lui, va très peu s'inquiéter du coût de la matière première pour construire le produit, pour le fabriquer. Un responsable marketing, produit fini, prêt à être vendu et l'impact que ça va avoir si on utilise des matières premières nobles. Donc, l'influenceur de son influence auprès du décideur pour dire l'offre de tel fournisseur est intéressante parce que justement, elle amène quelque chose en plus. Donc quand vous faites de la prospection, prenez l'initiative d'aller à la fois actionner les décideurs, car ils peuvent avoir un rôle à jouer. Ils ne sont pas décideurs certes, mais ils auront un rôle à jouer, et ils peuvent pousser, vos offres indirectement en allant voir le décideur. Alors ça, c'était pour la partie décideur-influenceur. Maintenant, il y a aussi la façon dont je vais communiquer avec ces personnes. Et là encore, il faut une communication différenciante. Si vous envoyez un mail, par exemple, toi, moi, nous, comme j'ai évoqué tout à l'heure, à un décideur dirigeant, eh bien, il n'y aura pas le même contenu que si vous envoyez un mail à un influenceur responsable du marketing. Le discours est totalement différent. Les objectifs de chacun ne sont pas les mêmes. Je prends l'exemple du décideur dirigeant qui est avec lui sur, admettons que vous vendez des matières premières, hein, c'est votre cœur de métier, c'est de vendre des matières premières. L'objectif pour lui, pour le décideur, c'est quoi? C'est de réduire les coûts de fabrication. Lui, il veut acheter les matières premières au prix le plus bas possible pour réduire les coûts de fabrication et soit augmenter les marges, soit produit final. Mais c'est pas vraiment ce qui va intéresser le responsable marketing. Ce qui va intéresser le responsable marketing, c'est privilégier la finale proposée à ses clients. Et donc, quand on va communiquer avec les uns et les autres, on ne va pas tenir le même discours. Or, très commercialement, quand on communique, on a un message qui est toujours le même. Hein, voilà, on communique d'une certaine façon, on met en avant les produits, on communique de la même façon que l'on soit avec un décideur ou avec un influenceur. Or, malheureusement, si vous parlez de coûts de matières premières à un responsable marketing, on s'éloigne un petit peu de ses nécessités, de ses besoins. Lui, ce qu'il veut, le responsable marketing, c'est que le produit fonctionne. C'est que quand il va faire une campagne publicitaire, le produit se vende, d'accord? Certes, le prix a un impact, mais c'est pas lui qui va décider du prix, donc qualité du produit final qu'il va mettre en avant. Et donc forcément, vous voyez bien que non seulement il faut actionner les 2, mais il faut avoir des discours différenciants pour l'un et pour l'autre. Parlons contournement.
Parlons contournement. Moi, j'ai une formule que j'aime bien, je m'amuse souvent avec, avec les commerciaux. Je leur dis: «Si vous ne pouvez pas rentrer par la porte, passez». D'accord? Ça me paraît simple et c'est en fait, c'est si j'arrive pas à avoir le décideur, si l'influenceur, je n'arrive pas à l'impacter suffisamment, eh bien, aller chercher d'autres personnes qui, hiérarchiquement dans l'entreprise, sont un peu en dessous. Une mine d'informations pour aller chercher des en dessous. Et je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, quand j'étais directeur commercial, heu, on avait, dans l'univers qui était le mien, 6 gros clients, les 6 plus gros clients de la place et de ces 6 clients, il manquait le sixième. Bon, j'avais jamais travaillé pour ce prospect-là et j'ai commencé à voilà, qu'est-ce qu'on fait? Comment on y va? Et ben, tout ce que je mets en place, il n'arrivait pas à rentrer. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chercher des gens un petit peu en dessous et c'est grâce à ce contournement. Donc on a réussi à accéder à une personne qui était un peu moins hiérarchiquement, un peu moins dans la grille, pas forcément fortement influenceur, pas forcément enfin pas du tout décideur, et puis, en essayant un petit peu de lui dire: «Voilà regardez, vous avez un rôle à jouer dans l'entreprise, c'est promouvoir, et cetera notre offre blablabla». Avec ça, il a réussi à nous amener, un contact décideur, avec qui on a pu échanger. Ils ont lancé un premier appel d'offres, ils nous ont sollicités, on l'a remporté. Du coup, comme la confiance était instaurée, on on a ré en sur la première année où on a réussi à rentrer chez ce prospect, on a eu 3 appels d'offres qu'on a remportés. 3, je dis bien 3. Et à la fin de l'année, le client était le troisième plus gros client de l'entreprise dans laquelle j'étais directeur commercial. Donc, s'il n'y avait pas eu le contournement, si on n'avait pas exploité cette démarche de contournement, casser les dents, à chercher à pousser et on n'y serait peut-être probablement pas arrivé. On a réussi à le faire parce que tout est possible. Le décideur, l'influenceur, le soutien. Alors, ce que j'appelle moi le soutien, c'est justement cette personne qui est en contournement, d'accord? Cette personne qui n'est pas forcément, une personne, voilà, qui va décider, peut avoir un petit peu d'influence, mais pas tant que ça, mais qui peut vous aider à rentrer et aller chercher le, et aller les décideurs. Alors je regarde un petit peu le chat pendant ce temps-là. Les assistantes de direction sont des grandes facilitateurs d'approche des dirigeants. Oui, en effet, effectivement. Votre approche commerciale de prospection et votre discours ne peuvent pas être les mêmes interlocuteurs. Oui, effectivement. Ça, c'est ce que j'ai effectivement. Alors, cette séquence. Donc, je voulais juste vous montrer comment ça vous intéresse. On aura l'occasion de se croiser un jour dans une salle de formation parce que les va nous aider à aller chercher ces interlocuteurs, va nous aider à récupérer de l'information sur l'entreprise, l'information sur le secteur d'activité. Je dirais c'est un outil aujourd'hui qui favorise la prospection. Alors je ne vais pas y passer beaucoup de temps parce que c'est pas le but, mais très rapidement, si vous avez un profil LinkedIn, retenez ces quelques, ces quelques, tips, voilà, qui peuvent vous être utiles. Premièrement, une photo professionnelle, d'accord? Heu, je ne dirais pas le nombre de LinkedIn. On n'est pas sur Facebook, hein, on n'est pas sur Instagram, on n'est pas sur TikTok ou sur, d'autres réseaux sociaux. On est sur un réseau professionnel. Donc voilà, présente professionnellement, d'accord? Mais vraiment, alors certaines la ligne que je regarde, c'est vide, il y a rien, voire parfois des bannières qui n'ont rien à voir avec professionnel qu'on a calculé. Votre fonction, bien sûr. Heu, 3 expériences professionnelles maximum. Vous avez démarré, votre activité. Si vous avez, je sais pas, vous avez 40 ans, 45 ans, vous avez démarré votre activité il y a 25 ans et vous étiez, chef,
cadre commercial, heu, qu'est-ce que ça apporte de plus de savoir que vous avez démarré votre carrière chef magasinier, alors qu'aujourd'hui vous êtes directeur commercial, responsable grand compte? Enfin, ça n'apporte pas grand-chose, au discours. Il vaut mieux se focaliser vraiment à rajouter au dans votre CV. Et puis, soyez actif, comment je vais être transparent avec vous. La logique voudrait qu'on poste 2 fois par semaine, des informations, soit que l'on crée soi-même, soit que l'on partage. Moi, je le fais pas, donc oui, je suis pas le je suis pas de un bon exemple là-dessus, mais si vous voulez vraiment vous rendre visible, sur LinkedIn, c'est vrai que 2 partages ou 2 publications, par semaine, c'est le must. C'est intéressant de vous recommander. Parce que si on vous recommande sur une thématique, sur une expertise d'un secteur d'activité par exemple, bah, c'est clair que n'importe qui va venir vous voir sur LinkedIn va dire: «Ah tiens, il maîtrise bien le BTP. Ah tiens, il maîtrise bien l'industrie, de l'énergie renouvelable», et cetera. Donc, vous allez vous allez avoir de la crédibilité sur qui ont trait à l'expertise. Différents métiers. Voilà cette deuxième de ce webinaire. Alors, je regarde juste le chat participant, voir si c'est ma vie magasinière commerciale. On commence toujours souvent, alors soit on commence si on commence bas, dans à un moment donné, ça, mais qu'est-ce que ça apporte effectivement, d'indiquer dans LinkedIn, voilà, je vous laisse après libre bien sûr de compléter, LinkedIn comme vous le souhaitez par rapport à ça. Alors, structurez votre approche commerciale. Ça fait depuis le début de webinaire que je vous parle de centrer client, je le répète. Mais c'est la réalité. Heu, on s'intéresse énormément, il faut s'intéresser aux clients. Alors, on y va, je vous écoute, un petit mot sur le chat. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'une démarche centrée client pour vous? Bah, si vous aviez à me définir une démarche centrée client, ça serait quoi? Allez, je vous laisse, quelques secondes pour interagir dans le chat et me dire, voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette centrée client? Alors, je regarde, qu'est-ce qu'il y a dans le chat? Alors, que vous inspire la notion de centré client? Prendre en compte les motivations et problématiques clients afin de lui proposer la solution. Alors, il y a dans ce que je viens de lire, Anastasia, c'est le mot motivation. Effectivement, c'est un sujet qui me plaît bien. J'aurai l'occasion de l'évoquer tout à l'heure, parce que cette notion de motivation, elle est fondamentale. Adapter son offre, d'accord. Alors, et j'aime bien le vocabulaire de motivation et vous allez comprendre, message et pour un petit client et son besoin d'aide avant d'essayer de le contacter, réaliser une veille sur son activité, son domaine, ses problématiques remontées par les différents collaborateurs. Effectivement, avant de démarcher, c'est clair qu'il faut faire une cartographie de votre client, son secteur d'activité, son c'est, son actualité et c'est par ça, d'accord? Très souvent, quand on rencontre le client la première fois, enfin, un prospect pour la première fois, il faut qu'on soit centré sur lui. D'accord? Donc posez-lui des questions sur son activité, son organisation, développement, bien sûr, tout en lui démontrant que vous aussi, hein, vous avez cette connaissance, hein. C'est un échange, pour montrer que vous avez de la culture sur le sujet et qu'en en même temps, vous vous intéressez à son entreprise. Et là, c'est un grand classique, un grand classique. Coaching terrain, quand j'accompagne des commerciaux, le nombre de fois où dans ce entretien de découverte,
Je fais le bilan. Bon, est-ce que c'est plus toi qui as parlé? Est-ce que c'est plus ton prospect? Raconte-moi un petit peu. Et très souvent, le commercial qui a tendance. Alors vous allez me dire, pas tous les clients sont bavards, pas tous les prospects sont bavards. Certes, mais il existe des techniques aussi. Les plus timides, les plus réservés, les moins ouverts, d'accord? Heu, dans nos formations, mais un vrai entretien de découverte qui est un entretien où 80 du temps, c'est le client qui parle et 20 c'est le commercial. Voilà, une fois qu'on a compris. Mais je vais vous montrer un outil, quelque chose que j'ai conçu un jour. C'est, alors je vous donne un exemple pour une société d'assurance. En fait, ce qu'on fait chez GRS, secteur d'activité, et qu'on travaille sur ces sujets-là, on construit intégralement, des approches globales en fonction du secteur d'activité. Là, je travaille des éoliennes et on m'a demandé de construire une approche globale, alors que ce n'est pas un secteur que je connais, mais voilà, mais en travaillant avec cette entreprise, j'ai compris beaucoup de choses et on a pu construire une approche globale, qui leur est propre. Là, en l'occurrence, voilà un exemple, ce que j'appelle moi la marguerite, qui est une approche globale et je vous le montre pas. J'ai eu l'occasion de construire cette marguerite pour, un client dans le domaine des assurances, pour des chargés d'affaires entreprises en B2B qui travaillent avec des TAF, qui travaillent avec des DRH et donc voilà, on a cette marguerite avec tous les sujets qu'ils doivent traiter, d'accord? Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le but et donc dans chaque secteur d'activité, cette approche globale, elle est indispensable pour pouvoir mieux comprendre l'environnement du client et donc être sûr que quand on va lui proposer les solutions qui vont bien, on sait où ça va impacter. On va pouvoir donc mettre en évidence un certain nombre d'impacts pour l'ensemble de l'entreprise. Donc, voilà l'exemple d'approche globale centrée client. Qu'on travaille chez GRéseau quand on doit construire des approches, on on est avec vous, à vos côtés pour comprendre vos solutions, vos produits, vos offres, comprendre vos prospects et construire ensemble le plus complète possible, mais surtout celle qui amène le plus de business possible. Alors, conseil numéro 2, basculer votre approche vers une découverte des motivations. Tout à l'heure, j'avais un post, qui parlait de motivation. Oui, besoin de motivation. Alors, quelle différence entre besoin, tout de suite, vous allez avoir le besoin, c'est ce qui est perçu comme nécessaire. Voilà. En revanche, la motivation, c'est qu'est-ce qui pousse quelqu'un à? Qu'est-ce qui ferait qu'à un moment donné, votre prospect souhaite acheter votre solution? C'est quoi derrière la motivation? C'est une crainte, c'est une peur, c'est quoi? Et ce qui m'amène à vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, et ça tombe bien parce qu'il y a le mot cœur, c'est toute la partie liée à l'émotionnel. Parce que dans la relation client, aujourd'hui, on est tout le temps resté factuel, les chiffres, une offre, qu'il est capable de faire, les avantages qu'il procure. Mais ça, ce sont des techniques qui aujourd'hui fonctionnent beaucoup moins qu'avant. Aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est aller chercher les motivations de vos interlocuteurs. Je vais vous raconter, très rapidement une histoire. Je vais courte, mais c'est une histoire intéressante puisque à bord d'une DeLorean. Je ne sais pas si vous savez, DeLorean, c'est cette fameuse voiture, de retour vers le futur, pour ceux qui sont, cinéphiles et qui connaissent, la saga des 3 Retours vers le futur. Je vous propose de monter à bord d'une DeLorean et d'aller en 1848. En 1848, aux États-Unis, c'est la course à la construction des chemins de fer et on a un spécialiste qui s'appelle Phileas Gage, qui est un des plus grands, dynamiteurs, c'est comme ça qu'on qui est souvent sollicité sur des chantiers pour faire sauter la roche, notamment lorsqu'il faut creuser des tunnels dans des montagnes.
la technique est très rudimentaire, hein, on fait des trous dans la roche et avec une barre de fer, on pousse la poudre le plus loin possible dans les trous et puis en 1848, sur un chantier, au moment où Phineas Gage pousse un trou avec la poudre, ça explose. Et la barre de fer ressort de façon très violente, rentre par l'œil gauche et ressort. Voici un exemple de ce qu'est monsieur Phineas Gage avec sa barre de fer et son œil gauche bien sûr, qui n'est plus opérationnel. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce qu'on s'est aperçu après l'opération, parce qu'il a été sauvé, hein, ce monsieur, hein, et il a été sauvé. On s'aperçoit que c'est quelqu'un qui a 2 caractéristiques. Il a complètement perdu le sens de la décision. Il prend des décisions incohérentes. Il change de métier tout le temps. Il divorce, il se remarie, il divorce, il se remarie. Et c'est quelqu'un qui devient froid, qui n'a plus aucune émotion. Et tout ça, au fil des années, le crâne a été conservé, le crâne de Fini. Et il y a un scientifique qui s'appelle Antonio Damasio, qui, dans les années 1990, 94, 95, à l'aide des techniques de 3D et à l'aide aussi de la connaissance humaine à cette époque, enfin dans les années 10, il constate une chose, c'est que la barre de partie du cerveau où sont logées les émotions. Parce qu'on sait aujourd'hui les émotions dans la partie limbique de notre cerveau. Je passerai tous les détails, on aura l'occasion autour d'une salle de formation sur le sujet, mais très rapidement, Damasio met en évidence quelque chose de formidable c'est un des tout premiers scientifiques à avoir mis en lien que l'émotionnel amène émotion de décision. Alors vous allez me dire, mais ça on le sait déjà, c'est pas nouveau, etc. Sauf que aller amener de l'émotionnel, auprès d'un dirigeant, d'un DAF, d'un DRH, c'est pas simple. C'est pas simple. Alors justement, nous, on construit avec nos clients, on construit toute une approche chez ce côté émotionnel dans la relation client. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est que le client nous dise: «Banco», puisque je vous rappelle que Damasio a mis en place quelque chose, enfin a mis en évidence un sujet qui est émotion égale prise de décision. Antonio Damasio a démontré que dans 70 des cas, alors ça a un peu, mais Antonio Damasio a montré que dans 70 des cas, nos décisions sont prises à l'issue d'une émotion vécue. Et donc une démarche commerciale dans un entretien avec un pro aller chercher ces éléments émotionnels et qui donc vont faire qu'il soit dirigeant, qu'il soit DAF, qu'il soit D et qui dire: «Ouais, OK, ta approche est différenciante. En face de moi, j'ai quoi? J'ai un expert qui maîtrise le secteur d'activité, entreprise. Il est centré client. Il m'impacte parce qu'il me parle de choses qui me parlent par rapport à des problématiques que je rencontre tous les jours. Je vais lui faire confiance». Ces sujets que j'ai comme ça distillés tout au long de binaire ont vraiment cette vocation de faire prendre conscience que finalement, si on change la façon dont on l'imagine, on a l'habitude de l'aborder, chance, effectivement voilà, d'embarquer, du dirigeant. Que j'ai expliqué qu'il y a une grande différence entre un besoin. Alors, besoin de motivation qui vous concerne, vous, en tant que particulier. Bon, vous savez qu'il y a un sujet sur pas vous voilà, je crois que maintenant on le sait depuis plusieurs mois, on a beaucoup entendu parler de retraite. J'avais donc je
je sais pas, j'ai envie de vous vendre des solutions retraite, hein. Donc j'ai envie de vous vendre des produits retraite. Le besoin, c'est quoi? Optimiser la préparation de sa retraite. Ouais, mais ça impacte pas. Si je vous dis, vous aimeriez faire voilà, imaginez-vous qu'aujourd'hui, c'est votre dernier vous êtes à la retraite ce soir, vous allez enfin pouvoir profiter. Qu'est-ce que vous feriez les 6 prochains mois? Comment vous occuperiez le temps? Qu'est-ce que vous n'avez pas eu l'opportunité de faire les sur les 6 prochains mois? Et donc ça, du coup, ça vous fait rêver, vous passez dans une dynamique qui n'est plus la même, hein, on est sur un sujet émotionnel là, hein, clairement. Et en même temps derrière, je vais vous annoncer que malheureusement, pour faire votre tour du monde, parce que vous m'avez eh bien, malheureusement, vous n'aurez donc du coup, là encore, on souffle. Donc vous voyez, on peut la souffler auprès de dirigeants, on peut la souffler auprès, d'un DAF, d'un DRH, d'un responsable achat en fonction des interlocuteurs que vous avez à gérer dans l'univers de vos, démarches commerciales. En quelques mots, alors bien sûr, heu, j'anime énormément de sujets liés techniques commerciales, à la négociation, enfin tout ce qui touche à l'excellence commerciale fait et moi-même poussons et notamment ce module prendre en compte, notamment qui est d'où aujourd'hui j'ai extrait quelques pour vous les dévoiler, mais il n'y a pas bien sûr que d'autres, qui traitent des sujets liés à la relation client. Alors, comme on arrive à la fin, minute et je vous remercie malgré que j'ai pu comprendre qu'il y avait des problématiques de et cetera. J'espère que vous êtes, encore avec moi. Alors, allez-y, si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais, puisque, il nous reste encore, 5-6 minutes pour conclure, cette classe virtuelle. Donc, allez-y, je n'hésitez pas à me poser des questions, j'y réponds bien volontiers, en lien avec ce que je viens de, voilà, d'évoquer avec vous. Pour le moment, je ne vois pas de questions, parce que peut-être j'étais pour vous donner envie d'aller plus loin sur ces thématiques-là, mais je suis sûr que vous avez vous-même vos propres, problématiques à gérer, vos propres difficultés, voilà, dans la prospection, hein. C'est un vrai, voilà, c'est une vraie difficulté. Y a-t-il des différences entre une cible homme et une cible femme comme l'ego? Alors, non, je ne pense pas, en tout cas, ça fait maintenant pas mal d'années que je suis sur le terrain, j'ai pas mal tourné. Hem, je ne ressens pas en tout cas d'écart. Je dirais que l'écart, je le ressens plutôt en termes de l'âge, plus que la différence homme-femme. C'est-à-dire que souvent, quelqu'un qui est plus jeune a du mal à, comment dire? Hem, à s'affirmer en disant: «Regardez, face à quelqu'un, un dirigeant qui a 50 ans, par exemple, et un jeune commercial qui a 30 ans ou 25 ans», c'est clair qu'il peut y avoir un peu ce côté, voilà, tu as 50 ans, j'en ai 25, et tu es en train d'essayer de me convaincre d'acheter quelque chose, de me proposer des l'écart, je l'ai plus trouvé, au niveau de l'âge, donc au niveau générationnel plutôt. J'ai pas senti qu'il y avait un écart particulier, dans ce domaine-là. Quand on est bon, on est bon. Voilà, qu'on soit on est plus sur une ça n'est pas une problématique de sexe, c'est une problématique de genre, c'est pas une problématique de genre, c'est une problématique de compétences. Voilà, un homme à une femme, si les 2 ont la que de l'autre, personnellement, je vois pas de différence. Le mail est-il aussi important que l'appel téléphonique? Alors je dirais que les 2 vont ensemble. C'est-à-dire que, si on fait un mail, c'est pour relancer derrière. Parce que si effectivement, à l'issue du mail envoyé, il n'y a pas de réponse, il faut relancer derrière. Et on verra qu'il y a des façons de relancer. Il y a des façons d'occuper l'espace. Il y a des façons, que l'on a voilà, de garder, un fil rouge conducteur. En fait, il est prouvé que généralement, hem, s'il n'y a pas de réponse immédiate, il y a au moins on estime les statistiques démontrent que
un prospect se manifeste au bout de la 7e relance, voyez? Mais des relances espacées, d'accord? Donc c'est pas juste j'envoie un mail, c'est bien plus que ça et tout ça, bien sûr, on le voit, comment on structure, comment on avance, qu'est-ce que je fais et à quel moment je le fais et pourquoi je le fais. Le mail, OK, comment essayer de se faire sauter le poids des habitudes de commande rencontrées souvent lors des appels grands comptes? Comment essayer de faire sauter le poids des habitudes de commande? Oui, alors c'est ça effectivement, les habitudes de commande, oui, effectivement, parce que là, on est sur des clients qui commanderaient, habituellement toujours la même chose. Eh bien, là encore, l'approche globale va nous aider. Ça veut dire qu'il faut refaire un reset, il faut repartir à zéro, refaire une approche globale du client, voir s'il n'y a pas d'autres sujets sur lesquels on peut aller chercher parce que peut-être qu'il y a d'autres concurrents qui rentrent, qui proposent des produits que vous ne proposez pas alors que vous pourriez les proposer et donc refaire une approche globale permettrait effectivement de pouvoir, traiter le sujet. Alors comment prospecter par téléphone? Moi je trouve que la prospection par téléphone aujourd'hui elle est compliquée. C'est pour ça que je fais toujours précéder un mail d'abord. Parce que je trouve qu'une fois que le mail est ouvert, parce que je pense que les mails que je vous ai montrés, ils sont ouverts. Parce qu'ils ont de la matière, d'accord? À ce moment-là, la prise de contact par téléphone est beaucoup plus facilitée. Alors que si on appelle comme ça cash, brut de décoffrage, avec toutes les fils, que l'on a, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que si on a une ouverture déjà, avec un mail, c'est beaucoup plus facile. Donc la prospection dans le dur par téléphone, c'est vrai que je la trouve très complexe et j'ai il y a pas de il y a pas de réussite forcément importante là-dessus. On peut faire du business, mais c'est dur et c'est hem Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais revenir sur le partage d'expérience, je voulais revenir sur la prise de contact avec les influenceurs. J'essaie de faire, sauf que je me retrouve souvent face à des interlocuteurs qui refusent de coopérer en disant qu'ils ne sont pas décisionnaires, en effet. J'essaie de quand même expliquer leur rôle. Alors, OK, en clair, oui, en clair, il faut leur identifier en quoi, la hem, en quoi votre offre. En fait, les influenceurs n'ont pas les mêmes objectifs, on l'a vu, hein, que les décideurs. Donc, il faut leur poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils attendent voilà, je parlais de l'exemple tout à l'heure du produit, un responsable marketing, ce qu'il attend d'un produit, c'est qu'il soit efficace et qu'il se vende, d'accord? Peu importe combien il coûte. Donc, il faut aller chercher chez l'influenceur, quel serait l'intérêt de contribuer, de collaborer avec vous? Si vous y trouvez un intérêt, si lui, il y trouve un intérêt, donc il faut aller le chercher, cet intérêt-là. Si on ne va pas le chercher, forcément, donc qu'est-ce qui le motiverait à travailler avec vous? Et en fonction de ça, voir de quelle façon il peut intervenir. Alors je dis pas que c'est facile, hein, on signe pour dire: «Chercher, tu ne dis rien». Bon, il y a aussi ça, hein, mais heu, un des axes que j'imagine, c'est d'aller chercher, en effet, ce qui pourrait le motiver à lui et non pas forcément ce qui pourrait motiver le décideur. Hem Le moins efficace aujourd'hui, oui, oui, clients qui, enfin, j'ai quelques commerciaux pour lesquels je travaille qui font beaucoup de prospection, sur site. Ils se déplacent, hop et ils vont enfin bon, c'est une technique comme une autre, hein. Je pense que sur les grands comptes, pour la PME, ça peut le faire peut-être. Le dirigeant est peut-être encore là, enfin, après quand c'est un grand groupe, plus compliqué. Mais, oui, après certains, en profitent font de la démarche sur site, ouais, mais bon. Hem, je préconise relance, alors c'est pas un cycle, enfin c'est plusieurs relances, d'accord? Il y a des cycles, il y a des, et qu'est-ce que je fais s'il ne répond pas? Ou s'il me répond qu'est-ce que je communique après? Tout ça, voilà, c'est des sujets sur lesquels effectivement il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire et on a effectivement nous structuré, tout un cycle de prospection, de relance. Qu'est-ce que je fais? Ne jamais lâcher. Si on lâche un prospect, j'ai un mail, à envoyer, des mails, à prendre le téléphone, appeler, se dire: «Bon, il me répond pas, allez, j'arrête». Ça a pas de sens, d'accord? La prospection, c'est de la régularité et avec, avec des commerciaux sur lesquels on a carrément rédigé, enfin on a construit, hem,
je dirais un cheminement en termes de gestion du temps, comment j'articule ma prospection dans ma semaine de travail et comment je fais en sorte qu'elle soit fluide et qu'elle n'impacte pas ma relation client. Voilà, donc c'est des choses qu'on traite effectivement en formation. On voit si la proposition commerciale était utile ou pas. Ouais, mais est-ce que la proposition commerciale est centrée client? Je reviens là-dessus. Est-ce que la proposition était centrée client? Si elle est basée sur les motivations, ce qui l'inquiète, ce qui le préoccupe, on a plus de chances de faire mouche que si on envoie juste un devis avec des spécificités techniques. Ça n'amène rien du tout. Ça n'amène strictement rien. 59-48, on va bientôt, je pense, être coupé, je ne sais pas. Merci en tout cas à vous tous. C'était un grand plaisir et plaisir de vous croiser lors d'une formation chez GRSO. À très bientôt. Au revoir.